À seulement 26 ans, Alice est comédienne, chanteuse et metteuse en scène. Dans cet épisode, elle se confie sur sa passion, ses failles et la concurrence dans le milieu artistique. Salut Alice! Salut Chloé! Comment vas-tu? Moi je vais très bien, merci. Écoute, je suis ravie de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et donc, je commence toujours de la même manière. Je demande aux invités de se présenter, donc de me dire dans quel environnement ils ont grandi et ce qu'ils font aujourd'hui. Je m'appelle Alice Alry-Darceau. Je suis comédienne et chanteuse. Et je fais beaucoup de théâtre, de l'image, du doublage. Et je fais beaucoup de concerts où je chante. Voilà, tout ça, incroyable. Ouais. On va du coup détailler un peu tout ce que tu fais. Mais avant de comprendre comment tu en es arrivée là, est-ce que tu peux me dire dans quel environnement tu as grandi? Oui, alors on est une famille de 5. Mon père, il est pianiste professionnel, donc on a toujours eu... Milieu artistique déjà. Exactement, toujours. Et ma mère est professeure de français, mais donc elle nous a sensibilisés aussi énormément au théâtre, à la culture de manière générale, à la peinture. Il y avait pas un week-end où on n'allait pas faire une sortie culturelle, donc elle a cette fibre-là quand même très forte. Et voilà, j'ai un frère et une sœur. Je suis née à Paris. On est resté à Paris de mes 0 à 7 ans. À mes 7 ans, on a déménagé en Bourgogne, dans un tout petit village. Donc là, le changement énorme. Radical. Tu t'es bien adaptée? Oui. Alors au départ, c'était très très difficile parce que j'étais vraiment pas contente parce que j'étais très heureuse à Paris. On avait une super maison dans un super quartier. On était très heureux. Et mais en fait, mon père a fait comme un burn-out de la ville. Et donc voilà. Donc en arrivant à la campagne, au départ, j'étais pas contente, surtout que en tant que parisienne, que enfant parisienne, il y avait beaucoup d'a priori. Et donc les copains n'étaient pas toujours sympas au début avec moi, beaucoup d'a priori forcément. Et voilà, mais après je me suis très bien adaptée, j'ai découvert l'équitation. Alors ça a été le coup de foudre. Ça m'a fait prendre conscience que j'avais vraiment de la chance d'habiter à la campagne. Ouais. Et voilà, mais par contre à mes 18 ans, je suis retournée à Paris. Ok, oui, t'es quand même pas restée. Oui. Mais pour une enfance, c'était bien. C'était super. Et je reste une vraie Parisienne, mais... Oui, voilà. Mais avec une petite fibre quand même de la campagne. Exactement. Et j'adore revenir. Voilà. Ok. Et pendant ces années à la campagne, tu t'es toujours intéressée à la culture ou est-ce que justement il y a eu une période différente? Alors c'était un peu moins riche culturellement que dans mon enfance. Parce que voilà, moi à Paris, en 20 minutes, on est au Louvre, donc ça change tout en fait. Mais disons que pour chaque vacances scolaires, on retournait à Paris. Et alors là, les vacances, visite, on pensait. Puis la culture, là, on l'a trouvée autrement. Et puis c'est vrai que j'ai développé un rapport un peu plus proche de la nature, chose que j'avais pas du tout avant. Donc voilà, j'ai découvert d'autres choses. Ouais, tu t'es adaptée à l'environnement. Exactement. Et à quel moment tu commences à t'intéresser à tout ce qui est comédie, chant comment ça se passe? Très tôt en fait, parce que mes parents sont cinéphiles. Et en fait, j'ai grandi en regardant les James Bond, mais très petite même, d'ailleurs trop petite, mais j'ai toujours regardé ça. Et en fait, moi, en voyant James Bond, je m'étais dit, mais très tôt, vraiment, vers mes 5 ans, j'ai dû me dire, oh là là, moi aussi, j'aimerais bien sauver le monde un jour. Donc, j'aimerais bien être agent secret. Et en fait, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça, et je me suis rendu compte que si j'étais agent secret, ça resterait secret et personne ne saurait que j'avais sauvé le monde. Donc je me suis dit, il fallait que ce soit à travers des films. Oui. Et c'est comme ça que j'ai voulu être actrice très très tôt. Donc très jeune. Oui. Et tu savais que c'était ce que tu voulais faire et que tu allais tout faire pour le devenir. Exactement. J'ai jamais douté, j'ai jamais eu une envie de faire autre chose. Voilà, dès que j'ai pu penser, j'ai compris que je ferais ça. Et est-ce que tu faisais du coup du théâtre petite? Comment t'as fait un peu pour commencer ils m'ont inscrite à un petit cours de théâtre, c'était le mercredi. Ça s'appelait, je crois, le Théâtre des Juniors. C'était dans un tout petit village, dans la salle des fêtes. Donc là, ça a commencé comme ça. Et après, ça a été le fil rouge. Même, j'ai continué au collège, au lycée. Bon, après, j'ai changé de compagnie de théâtre. Et oui, donc il y a toujours eu ce fil rouge quand même, grâce à mes parents qui m'ont inscrit à cet atelier. Oui, parce que eux, vu qu'ils sont un peu du milieu, ils étaient très ouverts au fait que tu voulais devenir comédienne. Oui. C'était pas un problème. Mais disons qu'en fait, ils savaient, j'ai eu cette chance-là, c'était une des possibilités. Donc pour eux, ils auraient peut-être pas choisi de base ça pour moi, mais c'était une possibilité parce que c'est un milieu qui leur parle et qui connaissait. Contrairement à d'autres familles où parfois c'est même pas une option en fait. Ah bah non. Mais quand
aucun artiste entre guillemets autour de toi, c'est très dur de se dire en fait je vais devenir comédienne. Ça te paraît quasi impossible. Exactement. Donc toi c'était possible parce que tu avais aussi ce cadre familial qui faisait que ça te donnait confiance quoi. Complètement. Et t'étais tout de suite à l'aise en étant petite en faisant du théâtre? Parce que j'ai plein de questions du coup par rapport à ça. Comment tu fais pour être à l'aise sur scène? Comment tu fais? En fait, oui, j'ai toujours été à l'aise. Mon premier spectacle, tout de suite, j'étais à ma place. Je sais pas, c'est fou. Hein, c'était une évidence. Ouais, une évidence. Après, voilà, je pense que sociologiquement, on peut l'expliquer par ma place dans la famille. J'étais la deuxième, donc moi j'ai une grande sœur et un petit frère. Et il fallait bien se démarquer parce que on n'est pas l'aîné, donc on n'est pas la voix de la raison, on n'est pas l'exemple. On montre pas l'exemple. On n'est pas le dernier, donc on n'est pas le chouchou. Donc c'est vrai. Voilà, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se reconnaîtront dans ce que tu dis. C'est une évidence. Oui, voilà. Et donc ça peut créer des caractères comme ça, et pour moi c'est ce qui s'est passé. Et puis voilà. Donc là, tu fais du théâtre quand t'es jeune. Au niveau des études, comment ça se passe? Parce que c'est vraiment un monde qui est très particulier quand même. Ouais, tout à fait. En fait, ah oui, alors par rapport à la question que tu me posais tout à l'heure, par rapport à la culture, en fait, c'est vrai que mes parents, par exemple, moi, une fois par semaine, j'avais la professeure de piano qui venait à la maison. En fait, c'était quand même un fil rouge de il faut toujours apprendre plus de choses intelligemment, mais donc au départ ils ont essayé de me faire du piano parce que ton papa était pianiste. Exactement, j'en ai fait pendant plusieurs années. C'était pas mon truc, voilà, mais bon, j'ai continué, j'en ai fait une bonne dizaine d'années quand même. Ah oui, donc quand même. Mais tu t'es jamais dit je vais devenir pianiste? Non. Jamais. Okay. C'était pas une option. Mais par rapport au théâtre, donc il y avait j'avais les cours de piano, j'avais les cours de théâtre. Donc déjà ça faisait 2 activités par semaine, c'est énorme. Déjà pas mal, ouais. Et en fait, après au collège, moi j'ai demandé moi-même à continuer. Donc là c'était pas que mes parents qui m'avaient inscrite, c'était moi qui ai demandé à continuer. Et pareil au lycée, j'ai demandé à continuer, mais aussi je faisais beaucoup de danse parce que je suis danseuse aussi. Voilà, et ça, tu l'as pas dit. Je l'ai pas dit, mais parce que comme c'est la chose que je fais le moins de toutes les disciplines, j'y pense moins. Mais en vérité, j'ai une formation, moi, j'ai fait 20 ans de danse, en fait, là. Donc, donc t'as un très bon niveau. Oui, voilà. Tu enseignes? Et alors, la danse, j'ai enseigné pendant 3 ans. Voilà, maintenant, je suis, entre guillemets, juste prof de théâtre et prof de chant, en plus de mes prestations. Voilà. Ça fait beaucoup de casquettes. Voilà, on exactement. Adore. Et donc la danse a pris une part très importante quand j'étais au lycée. Tant et si bien que j'ai un petit peu délaissé le théâtre, j'y allais moins souvent, moins régulièrement, mais parce que c'était tellement physique, je faisais 8 heures de danse par semaine, donc à la fin, c'était énorme. Et donc il y avait mes études en même temps. J'ai jamais été brillante dans les études traditionnelles. Oui. J'ai jamais été brillante, mais bon, ma CPE m'avait convoquée, elle m'avait dit bon, Alice, je vois bien que c'est pas pour vous l'école, voilà, mais il faut que vous ayez votre bac, donc voilà, c'était l'objectif. Et en fait, ça a toujours été ça. Moi, le bac, je l'ai toujours vu comme un objectif, comme une porte pour arriver à ce que je voulais faire, voilà, qui était le théâtre. Et donc, quand t'as ton bac, tu t'orientes vers quoi? Alors, très compliqué. C'est ça. Parce que les conseillères d'orientation n'ont aucune idée. Voilà. Mais aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc moi je me rappelle ma conseillère d'orientation qui sans doute était très compétente par ailleurs, mais là il se trouve que pas du tout pour ce sujet-là. Elle me dit oui, j'ai regardé sur internet, il y a le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Ce qu'il faut savoir. Donc elle m'a dit il faut postuler à ça. Ce qu'il faut savoir avec le CNSAD, c'est que en fait il y a 25 élèves entrant chaque année. Et sur les 25, évidemment, il y a moitié filles, moitié garçons. Oui, donc tu avais 12 places, quoi. Exactement. Le truc impossible. Impossible, oui. Vraiment. Donc elle a pas trop su. Et donc ma mère, elle m'a dit bon faut faire une fac parce qu'il faut un diplôme. Alors tu vas faire une fac de théâtre. Donc je me suis inscrite à la Sorbonne. Et en fait, je me suis inscrite à la fac et j'ai fait 3 semaines de fac. Et je rentrais en pleurant tous les soirs. En plus, la fac, alors là, c'est vraiment un univers. On n'est jamais dans les mêmes classes que les autres. C'est très dur de tisser des liens. Je me suis retrouvée à manger toute seule le midi. Alors moi, je me suis dit, mais c'est le comble de l'horreur. Pas du tout, c'est pas toi. Non, c'était pas moi. C'était pas possible. Et on faisait tout sauf du théâtre. Et au bout de 3 semaines, j'ai dit à ma mère, stop, on arrête. Et entre-temps, je m'étais renseignée sur et je m'étais rendu compte qu'en fait, comment faire? Il faut faire des écoles privées.
Et c'est un peu la que du seule. privé. C'est ça. Sinon, il y a des conservatoires d'arrondissement. Voilà, Oui. on peut se débrouiller comme ça. Mais si on veut vraiment une formation très intensive, bah voilà, c'est ce que j'ai trouvé, c'était une école privée. Donc je me suis inscrite. Donc je suis arrivée 3 semaines après les autres. Bon, mais j'ai très vite, voilà, j'ai très vite pris le pli. Et c'est là où je me suis rendu compte de la différence entre l'école traditionnelle et mes passions. C'est qu'en fait, quand c'est mes passions, mais je peux travailler Oui, comme une acharnée. comme une acharnée, exactement. À chaque heure de la journée, chaque heure du soir, voilà, je m'arrêtais de travailler que pour manger et dormir. Voilà, c'était Oui, tu faisais que ça. c'est ça. Et quand je suis passionnée, j'y vais à fond. Je donne tout. Et le recrutement se fait assez facilement ou c'est parce que tu avais quand même des compétences Bah en vérité, il faut une petite audition d'entrée pour voir si t'es pas complètement dingue. Oui. Mais comme la plupart des écoles privées, tu rentres parce que tu payes, en fait. Oui. C'est quand même ça. Donc attention, il y a quand même une petite sélection. Oui, quand même. On passe une audition, mais C'est comme les écoles de commerce, un peu toutes les écoles privées, quoi. Voilà. Et l'important, c'est quand même, ils le savent, l'important, c'est de montrer qu'on a envie, qu'ils ressentent cette chose-là. Voilà. Et il faut qu'on montre qu'on est passionné. Et après. Et après, ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Tu fais quoi? Parce que. Eh ben, en fait, c'est ça qui est fou. C'est que, et je trouve que c'est un problème dans ce métier-là. C'est qu'il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de certification. Enfin, oui, j'ai fait 2 ans dans telle ou telle école. Voilà. Et c'est tout. Ça ne donne pas un diplôme à la fin. Rien. On n'a rien. Et c'est pour ça que, en fait, malheureusement, un peu tout le monde et un peu n'importe qui peut faire ce métier-là. Parce que comme il n'y a aucune certification, on se dit, ça va, c'est facile. Voilà, on a un an, tout le monde peut le faire. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai commencé à faire une première école pendant 2 ans, dans le 18e. Ça s'est pas très bien passé. Et j'étais assez malheureuse là-bas, en vérité. Et donc voilà, comme ça s'est pas très bien passé, en parallèle, ma mère a entendu parler d'une école qu'allait ouvrir Daniel Mesguich, qui est un très très grand metteur en scène, un très grand acteur aussi. Et en fait, ma mère, qui a toujours été passionnée par le théâtre, le suivait depuis qu'elle avait 20 ans. Et un jour, elle entend à la radio qu'il va monter une école. Alors elle me dit, bon, Alice, alors là, il faut aller dans cette école. Faut absolument aller là-bas. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant que ça se passait mal dans cette école, dans le 18e, j'ai passé en parallèle les auditions pour Daniel Mesguich. Et là, je me suis dit, c'est un énorme enjeu parce qu'il peut changer ma vie. Ouais. Et en fait, lui, il a été directeur du Conservatoire national supérieur d'art dramatique pendant 9 ans et prof là-bas pendant une 40aine d'années. Et donc, le CNSAD, qui est la plus grande école française, vraiment d'un niveau incroyable, je me suis dit, mais tout à coup, il y a cet homme qui est un génie, et je connaissais quand même son travail, parce que ma mère m'avait initié à son travail. Et je me suis dit, mais là, c'est un enjeu énorme. Enfin, et en fait, j'ai été prise. Ah oui, donc pour toi, c'était de l'énorme opportunité. Énorme. Et en fait, donc j'ai pu quitter l'endroit où ça n'allait pas pour rencontrer Daniel. Oui, je dis Daniel maintenant, mais oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il a vraiment changé ma vie. Mais vraiment. C'était une approche du travail tellement intelligente, tellement mais tellement brillante. C'était du travail pur et dur, et il y avait pas cette espèce de ces problèmes qu'on peut avoir avec des égos de certains directeurs ou metteurs en scène ou autres. En fait, Daniel, c'est fou parce que il a pas fait il y avait pas d'enjeu émotionnel. Oui. Enfin, voilà. Alors après, moi, j'ai toujours j'ai tellement d'admiration pour lui que moi, j'étais toujours, je veux dire, en quête de reconnaissance. Oui, voilà, tu voulais bien faire. Voilà, exactement. Je voulais tellement bien faire devant lui. Et en fait, donc je suivais ses cours. Et en parallèle, j'étais son assistante dans l'école. Donc c'était super parce qu'en plus, j'avais des moments privilégiés avec lui. Mais ce qui était formidable, c'était qu'on faisait que parler, en fait, travail, art, culture. Et c'était merveilleux et tellement enrichissant. Enfin, puis c'était un puits de science en plus. Ah oui, c'était une énorme opportunité pour toi. Énorme. Énorme. Et en fait, j'ai fait 4 ans là-bas. Ah oui. Ouais, et en fait, au bout de 2 ans de cours dans son école, donc les cours Mesguich, au bout de 2 ans,
il m'avait écrit un petit mot parce qu'en fait, comme j'étais son assistante, tous les jours, je lui écrivais un petit mot pour lui faire lui mettre les absences, Oui. qui était passé sur quel extrait, etc. Puis de temps en temps, je mettais des petites blagues, genre, enfin, c'est pas très drôle, mais aujourd'hui, soleil et 23 degrés, température Oui. extérieure, voilà. Et un jour, il me donne un petit papier, exactement le même que ce que tu faisais. Ouais. exactement. Et là, je vois, chère Alice, je souhaiterais que tu te joignes à moi si le cœur t'en dit pour un nouveau projet au théâtre de Poche Montparnasse dans mon Isménie d'Eugène Labiche. Et là, je lis ce message-là. Mais vraiment, il est à côté, hein. Il m'a fait comme ma petite blague que moi je faisais chaque matin. Il m'a fait exactement la même. Et là, je me liquéfie. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, je relis 3 fois le mot parce que je me dis, mais j'ai pas dû bien lire. Et c'est drôle d'ailleurs parce que ce petit mot, je l'ai mis dans un sac congélation. Je l'ai. Il est dans mes dossiers. C'est mon petit totem. Bien sûr. Et donc au bout de 2 ans, j'ai été repérée donc par ce metteur en scène, et donc j'ai commencé professionnellement ma vie alors que je continuais mes études avec lui. Donc le soir, j'étais son actrice et la journée, j'étais son élève. Voilà. Et ça, c'est pas commun. C'est une belle opportunité que tu as eue grâce à lui. Exactement. Et c'était tes premiers rôles, du coup. Mon premier rôle, mon tout premier, c'est dans mon super jeune. Super jeune, incroyable. Et ça s'est bien passé? Ouais. C'était une expérience mais extraordinaire. C'est fou parce que en fait, j'ai l'impression que depuis, c'est passé tellement de choses et j'ai l'impression de j'ai l'impression d'avoir vécu mais des dizaines et des dizaines d'années depuis ça, mais c'était tellement merveilleux. Et en fait, c'était donc mon Isménie d'Eugène Labiche et je jouais Isménie. Donc je faisais la jeune première, mais c'était un peu, enfin en fait c'est un vaudeville, donc c'est très marrant. Okay. Tu vois, c'est un peu comme les Fédos, les Labiches, je sais pas si tu vois, c'est que des, tu vois le cliché de ciel, mon mari. Oui. Voilà. Et ben en fait c'est ça. D'accord, je vois. Donc c'est très très drôle, mais c'est ça extrêmement bien fait. Et donc moi c'est un théâtre qui me plaît parce que bon alors moi je suis vraiment ma spécialité, c'est les tragédies du XVIIe, donc Racine, Corneille, etc. Mais j'adore aussi un vaudeville. Les vaudevilles, j'adore parce que c'est trop marrant en fait. Je connais pas trop, mais c'est bien justement de l'expliquer. C'est un bonheur à jouer. D'accord. C'est très marrant et puis bon, les gens sont contents parce qu'ils rigolent. Oui, voilà, puis ils pensent à autre chose. C'est un moment qui fait du bien du coup. Exactement. Et t'es tout de suite à l'aise parce que tes premiers rôles, t'es encore à l'école. Ouais. Et là, t'as un rôle. Ce qui a été un peu compliqué, alors autant ça n'a pas du tout été compliqué de me sentir à l'aise sur scène. Le soir, c'était un bonheur. Ce qui était un petit peu compliqué, c'était avec mes camarades la journée. Oui, il y avait de la jalousie du coup. Oui, parce que quand je retournais à l'école, t'étais une étudiante comme les autres. Voilà, c'est ça. Et donc là, c'était un peu délicat. Voilà, donc voilà, mais après aussi en tant qu'assistante, pareil, c'était un peu délicat parce que j'étais assistante et qu'en même temps il fallait gérer toute une classe. En fait, c'est déléguer plus quoi. Donc mais c'était des choses concrètes, faire les plannings, des répartitions, un gros rôle etc. quand même au sein de l'école. Ouais, tout à fait. Donc forcément, donc, ça crée des jalousies. Exactement. Donc là, ça a été l'ombre au tableau de ma scolarité. Voilà. Et bon, et en même temps, je me dis, ça m'a donné des armes. Ça m'a vraiment beaucoup blessée. Ça a été très dur parfois, mais ça m'a donné des armes aussi pour la suite. Parce que ce n'était que les préludes de ma vie d'actrice. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est juste un avant-goût de ce qui allait se passer pour toi. Exactement. Et donc, comment tu fais? Parce que on va parler de ce que tu fais, mais juste pour beaucoup de personnes, c'est impossible d'imaginer monter sur scène ou même parler devant un groupe, parler devant une salle. Quel conseil tu donnerais? Comment tu fais? Est-ce que c'est complètement naturel, j'imagine, mais quand même? Eh ben, alors le trac, c'est-à-dire le fait, je sais pas, d'avoir les jambes qui tremblent ou d'avoir l'impression qu'on va mourir finalement. Ça, je l'ai encore. Je l'ai toujours. Donc ça, je pourrais pas. Et en même temps, tant mieux, parce que c'est ça qui est très excitant. C'est on l'a. Ça, c'est atroce. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ce métier-là? Mais qu'est-ce que tu fous? À chaque fois, je me dis ça. Et en fait, après, la seconde d'après, quand je rentre sur scène, quand je sens que ça commence à prendre et que ce trac, en fait, il sert à une espèce de tension, un fil tendu qui fait que je pense que tu libères une sorte d'électricité ambiante, donc qui est pas palpable, mais qui peut se ressentir. C'est tenu comme ça sur un fil tendu. Ça galvanise la salle et ça galvanise les autres aussi.
Alors ça, pour s'en débarrasser, je voudrais même pas m'en débarrasser. Mais après, on a des petites astuces. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme petites astuces? Parce que moi, j'essaye souvent de pas avoir un truc trop fixe parce que en même temps, c'est tellement compliqué le track à gérer. Mais voilà, essayer de parler d'autre chose avant. Alors il y a certains comédiens, faut pas leur parler avant de rentrer sur scène, surtout pas, sinon ça va les distraire. Certains, ils ont besoin de faire, je sais pas, des pompes, des tractions. Oui, chacun en fait a ses petits trucs. Oui, exactement. Donc il y a ceux qui parlent beaucoup, moi. Il y a ceux à qui il ne faut pas parler, pas moi. Okay. Donc plein de choses comme ça. Mais par exemple, le fait d'arriver sur scène et de parler, comme tu dis, même à l'oral, quand on a une conférence ou qu'on doit présenter un projet, enfin ça peut arriver à plein de monde. L'idée, c'est que quand même, il faut maîtriser son sujet. Ouais. En fait, c'est du travail. Parce que avec cette pression dont on parle, on perd à peu près, mettons, 20% de ses facultés. Ah, je savais pas ça. Voilà, moi je viens de l'inventer, la proportion, mais c'est bon, de donner une idée. On perd à peu près 20% de ses facultés. Donc toi, quand tu arrives, il faut que tu arrives, d'après mes calculs, avec 120%. Exactement, tout à fait. Il faut que tu le saches à 120%. Ouais. Et c'est pareil pour un texte, c'est pareil pour une présentation, oui, pour au un travail, sujet, voilà, pour un plaidoyer, pour tout ce qu'on veut. Si le travail est là, on s'enlève la plus grosse épine du pied. Ouais. Et alors ça, c'est une rigueur. Et là, je l'ai compris en plus récemment au cinéma, parce que il y a vraiment certains moments, parce que j'ai passé pas mal de castings récemment avec beaucoup de directeurs de casting différents. Et en fait, j'ai eu un moment où j'ai eu peur de moi, parce que je me suis dit, là, c'est un track que je ne connais pas, parce que c'était une scène un peu compliquée, qui n'était pas du tout dans mon répertoire, qui faisait pas partie de mon emploi. En fait, je me suis pas reconnue. Et j'ai eu un track, mais incontrôlable. Et là, en fait, quand j'ai joué devant la caméra, aux actions, j'ai perdu mes moyens. J'ai pas été très bonne, en fait, finalement. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu le casting. Et après, j'ai essayé de réfléchir à pourquoi ce track-là que je ne connaissais pas est survenu à ce moment-là. Et ben en fait, c'est parce que j'avais pas assez travaillé et parce que je connaissais pas assez mon texte. Tu maîtrisais pas assez. Ouais. Et c'est pas possible d'arriver si on connaît pas assez son texte, mais ça marche pour n'importe quoi. Pour n'importe quoi. Si on ne le sait pas assez, on se rajoute un stress au stress du track qui, dans tous les cas, sera présent. Et non, ça, il faut pas qu'il soit là. En fait, c'est vraiment travailler en amont pour être suffisamment confiant le jour J, quoi. Tout à fait. Et pour la voix, après, pour poser sa voix, etc., après, il y a des techniques, ça s'apprend. Et après, soit on peut avoir... je sais qu'il y a des coachs qui font ça, mais on peut demander justement à certains acteurs s'ils ont les techniques, etc. Mais c'est pour ça que c'est bien, parfois, les cours de théâtre... les gens en font, mais c'est aussi pour avoir plus d'aisance. Plus confiance en soi aussi. Exactement. Et est-ce que tu dirais que tu es différente vraiment, forcément tu joues un rôle quand tu es sur scène, mais est-ce que c'est vraiment une Alice différente ou est-ce que c'est juste une autre facette de toi? Comment tu décris ça? Très bonne question. Alors, en fait, il y a plusieurs, c'est marrant, c'est comme dans tout, il y a plusieurs courants de pensée. Il y a un courant de pensée, c'est par exemple Stanislavski, qui dit que, en fait, on devient le personnage. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'il a mangé hier, il faut savoir quelles étaient les relations avec ses parents, etc. Ouais. En fait, on construit quelque chose vraiment de A à Z et on rentre dedans et on devient une autre personne, on devient la personne qu'on a créée. Moi, je fais partie de la deuxième école. D'accord. La deuxième école, sans doute il y en a plein d'autres, mais en tout cas les principales. Oui. Moi, en fait, c'est moi. Le personnage que je vais interpréter, c'est moi. Et si par exemple je vais jouer une boulangère, je vais me jouer moi si j'étais devenue boulangère. Ah, mais c'est rigolo. Ouais. Et par exemple une meurtrière, parce que alors voilà, par exemple une meurtrière, et je vais me dire, je vais essayer de convoquer le petit pourcent un peu psychopathe de mon cerveau en me disant, ok, c'est ce fil-là qu'il faut tirer. Mais ça vient de moi en fait. Moi, je pars tout le temps de moi. Et alors après, t'as aussi un courant qui dit que pour jouer quelque chose, il faut absolument le ressentir, il faut absolument que ça vienne de toi, parce que sinon c'est faux. Mais là, je suis pas du tout d'accord, parce que le jour où tu veux jouer un violeur, comment tu fais? Tu vois? Okay. Ça t'est déjà arrivé justement de jouer des rôles où tu te dis ce serait impossible dans ma vie à moi? Ouais, et j'adore. En fait, plus c'est lointain, plus c'est jouissif. Parce que c'est quelque chose que tu expérimentes et que tu ferais jamais. Exactement. Ouais, tout à fait.
Ok, je vois. Ah, ça, c'est intéressant, ouais. Très intéressant. Et donc, tu as ces premiers rôles, si on revient un peu dans la chronologie de ta vie, tu as ces premiers rôles, tu es étudiante. Une fois que tu finis l'école, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais? Et ben, ce qui est fou, c'est que quand j'ai fini l'école, figure-toi que Daniel Mesguich m'a reproposé un rôle. Ah, Incroyable. Donc j'avais le premier rôle féminin dans Le Capitaine Fracasse. Ça s'appelait Fracasse parce que il a réadapté Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Et je jouais Isabelle. Et en vérité, celui qui jouait Fracasse, donc le capitaine, donc l'amoureux d'Isabelle, quand on a commencé les répétitions, c'était mon copain. ah. Quand on a commencé les représentations, ce n'était plus mon copain. Et comment on fait dans ces moments-là? Alors, c'est là où justement, c'est là où je me suis rendu compte que mon métier était un peu fou. C'est-à-dire que surtout que, en fait, Daniel Mesguich avait adapté à l'époque pour nous ce roman, et donc il avait fait en fonction de nous aussi. Donc on avait des scènes où on était, enfin voilà, c'était que des scènes d'amour transi. On était nus l'un et l'autre dans le lit. Voilà, c'était vraiment des enfin voilà, c'était le jeune premier et Oui. la jeune première à fond dans leur idylle. Et en fait, quand on a dû faire les représentations, bah c'était terrible. Et là, je me suis rendu compte que je me suis dit, oula, accroche-toi parce que tu pourrais devenir folle. Parce qu'en fait, là, je serrais dans mes bras un corps qui n'était plus, entre guillemets, à moi. Ça n'a Oui, jamais été à moi, mais je veux dire, c'était plus... c'était plus l'homme avec qui tu partageais ta vie, quoi. Exactement. Et pareil, je disais des mots, des je t'aime que moi, j'avais l'habitude de dire dans ma vie à cette personne. Sauf que là, c'était pas moi qui le disais, c'était mon personnage. Mais ça sort de moi, et c'est ce que Oui. je te dis, c'est que c'est quand même une part de moi. Donc là, j'ai fait une dépression pendant 1 mois. Ah oui, quand même. Ouais, et j'ai été sous médicaments parce que là c'était trop, et parce que c'était trop frais aussi. La Oui, séparation c'est ça. était vraiment était tellement fraîche que c'était terrible. À jouer, ça devait être horrible. Atroce, c'était horrible. Et en même temps, C'était beau à la en fois. même temps, c'était beau, ouais, Ouais. c'était trop bizarre. C'était et puis après, bon, j'ai arrêté les médicaments le plus vite possible. Alors ça se fait sous sevrage parce qu'on peut pas arrêter d'un coup. Mais j'ai arrêté aussi parce que j'avais des espèces de confusion de temps en temps, et je voyais qu'avec mon texte, je l'oubliais un peu. Et en fait, c'est des effets indésirables des antidépresseurs, c'est qu'on peut oublier, enfin des petites pertes de mémoire. Voilà. Oui, parce que tu continuais à jouer pendant que tu étais en dépression. Oui, tout à fait. Ah oui, donc Voilà. là, ça devait être terrible à vivre. Ouais, c'était très dur. Voilà. Mais pareil, je me suis dit, mais allez, tu forges tes armes pour la suite. T'as pas Finalement, le choix, en fait. Tu rentres dans ton personnage. Exactement. Et en fait, après, en parallèle, moi, j'ai monté ma première pièce de théâtre. Donc, j'ai monté Lucrèce Borgia de Victor Hugo. Donc, j'étais metteuse en scène et j'étais aussi actrice. J'ai joué Lucrèce. Je me suis donné le premier rôle, voilà. C'était super. C'est l'avantage qu'on a à mettre en scène. Et donc, j'ai fait ça. Et en même temps, en parallèle, j'ai commencé à faire un peu de doublage, j'ai commencé à faire un petit peu de cinéma. Donc il y a plein de petites choses qui petit à petit comme ça ont commencé à prendre forme. Et quand tu dis que tu as monté une pièce, oui, parce que ça me paraît fou. Oui, je me dis, mais elle me dit ça aussi très simplement, mais en fait, est-ce que tu peux en parler un peu plus? Comment est-ce que tu as fait au début? À quel moment tu t'es dit, je vais faire ça? Alors en fait, en ayant vu Daniel faire, comme c'est un très grand metteur en scène qui a mis en scène des dizaines et des dizaines de spectacles, quand je le voyais faire, j'observais énormément, et c'est quelque chose, ça j'ai toujours eu cette faculté là, si j'ose dire, d'observer. Et j'ai vu beaucoup d'autres metteurs en scène aussi travailler, et je me suis renseignée sur énormément d'autres metteurs en scène que j'adore. Il y en a plein. Il y en a plein, et je suis beaucoup allée au théâtre, et j'ai essayé de suivre régulièrement ce que j'aimais. Il y en a un beaucoup plus contemporain, enfin qui fait un travail entre guillemets beaucoup plus contemporain. Il s'appelle Éric Bu. C'est un metteur en scène extraordinaire. Et je suis allée voir par exemple toutes ces pièces. En fait, je suis allée voir, en fait, il y a des choses que j'adore, il y a des choses où je me disais, ah oui, là ça me parle pour moi. D'autres, j'adore, mais moi je ferais pas ça. Et en fait, j'ai éveillé mon œil critique petit à petit. J'ai emmagasiné tout ça. J'ai fait mon avis de tout ce que j'aimais, de ce que j'aimais moins, de ce que je voulais et de ce que je voulais moins.
J'ai fait un petit mix et un jour je me suis dit ok, là j'ai toutes les armes dans ma besace, c'est le moment de les exposer. Et donc là ça m'a donné la force et je me suis dit voilà, j'ai comme un déclic où je me suis dit je suis prête à mettre en scène, ça y est, c'est bon. Et donc Lucrèce Borgia, c'était une pièce donc de Victor Hugo que j'ai toujours aimé, que j'ai découvert dans mes études. Et je m'étais toujours dit bon, ça serait bien de monter Lucrèce Borgia parce que aussi c'est un rôle féminin très intéressant. Très intéressant et en vérité, il y en a pas tant que ça. Il y en a. Mais si j'étais un homme, ça aurait été beaucoup plus facile de trouver des rôles intéressants. Donc là, ça m'a vraiment inspirée. Voilà, ça m'a vraiment inspirée parce que je savais que je voulais jouer, je voulais le jouer, je voulais mettre en scène d'autres personnes avec moi. Donc on a fait ce projet à 5. Et voilà, l'équipe a changé en cours de route, mais ça arrive souvent parce qu'en même temps ça se fait sur 2-3 ans, donc après les emplois du temps changent, voilà. Et ça a été une aventure formidable et moi j'ai adoré mettre en scène. Vraiment, ça a été un bonheur. Donc voilà, tu convoques. En fait, tu lis la pièce, tu fais une adaptation parce que en général, tu vois là, c'est Lucrèce Borgia, c'est pour 12 personnes. Tu vas pas le faire à 12, c'est pas possible. Il y a un problème financier aussi à prendre en compte. Et en fait, je l'ai réécrit pour 5. J'ai choisi les acteurs avec qui je voulais travailler, que je trouvais géniaux autant artistiquement qu'humainement. Oui, c'est important. Tellement important. Parce que tu vas passer beaucoup de temps avec eux au final. Exactement, tout à fait. Et en fait, ça s'est fait. Et j'ai trouvé une productrice extraordinaire. C'était une mécène en fait. Donc c'est une femme qui est passionnée de théâtre. Françoise Gounod, si tu passes par là, je t'embrasse. Et elle m'a dit, bah écoute, je te fais confiance, tiens, vas-y. Et en fait, elle m'a donné l'élan et c'est grâce à elle que j'ai pu commencer à mettre en scène. Et est-ce que tu t'es tout de suite sentie légitime parce que depuis le début, quand tu me parles de metteur en scène, tu me parles souvent d'hommes. Oui. Donc j'imagine qu'il y en a beaucoup plus, sans grande surprise. Est-ce que tu t'es sentie légitime tout de suite? Alors, au niveau... en fait, moi, je me suis sentie légitime, mais je me suis dit, est-ce que les autres vont le comprendre? D'accord. Tu vois, il y a une Mais c'est petite déjà nuance. bien. C'est Oui. que toi, tu étais à l'aise avec ce que tu faisais. Exactement. Et en fait, j'ai dû me battre quand même, je pense, 2 fois plus. Je sais pas, un ingénieur du son ou quelqu'un qui remet en cause ce que je fais, ou alors je sais pas, des acteurs qui veulent donner leur avis, comme par hasard c'est des hommes, enfin voilà, c'est évidemment, hein. Et puis je suis jeune, Aussi. voilà, donc forcément aussi ça compte. Et oui, tout à fait. Et j'ai senti le fait qu'il a fallu que je me batte. Que tu te battes. Ouais. Voilà. Mais finalement, j'ai réussi et je l'ai fait et j'en suis absolument fière. Tu peux. Et même si ça n'a pas plu à... Bon, déjà, le spectacle a beaucoup plu, mais s'il y a certaines personnes à qui ça n'a pas plu, mais c'est pas grave parce qu'en fait, je l'ai fait. Ouais. Et je suis tellement... Et moi, je suis très, très fière de ce que j'ai l'avoir fait. C'est énorme d'avoir fait ça. Et au niveau financier, tu fais comment justement? Alors là, tu parles pour le projet, par exemple. Ouais. Bah pour le projet, j'avais cette mécène extraordinaire. Ah oui, qui t'a... Et ensuite, on a trouvé une salle. Donc d'abord, on a fait une tournée en Suisse. Ah oui. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé une salle à Paris. Et à Paris, bon bah en fait c'est très compliqué. L'industrie, je dis le mot, je l'ai dit, l'industrie du théâtre est très 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 compliquée à Paris parce qu'en fait maintenant les théâtres ils veulent plus trop prendre de risques. C'est plus de la location de salles, donc faut amener un apport et ensuite on le récupère ou pas. Donc bon, moi j'avais négocié un arrangement avec le théâtre qui a fait que ça s'est bien passé. J'ai pu payer mes acteurs. Mais par exemple la pub, mais c'est moi et mon équipe qui avons absolument tout fait. Enfin en fait on s'est battu, mais on a eu travail acharné pour faire venir des gens. Ah oui. Et parce qu'au départ c'était pas gagné en fait. Enfin t'es pas très connu dans le milieu quand tu commences. Mais donc bien en sûr. fait c'est pour ça que je me dis comment t'as fait au début. Mais bien sûr. Et Lucrèce Borgia, quoi qu'on dise, moi je trouve que c'est un chef-d'œuvre enfin du théâtre français, vraiment c'est un chef-d'œuvre. Mais en fait, les gens, si on leur dit que c'est une tragédie, ou alors s'il n'y a pas marqué j'ai ri du début à la fin sur la brochure, en fait, ils ont moins envie de venir. Ouais. Parce que les gens, ils ont envie de rigoler, ou alors sinon ils se disent non mais c'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête ce soir. Et en fait, il y a de moins en moins de curiosité. C'est vrai. Les gens vont moins au théâtre, alors quand on monte une tragédie, non mais c'est le parcours du combattant en fait.
c'était le parcours du combattant. Mais en fait, avec l'équipe et avec des amis qui étaient autour, même des amis de ma formation à l'époque, de mon école, ils sont venus, on a tracté, on a fait des affiches, on a envoyé des mails, alors des milliers de mails. Ah oui. Voilà, quoi, c'est les débuts, en fait. Vous avez tout fait tout seul. Exactement. Et à la fin, on était complet, mais tous les soirs. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Hallucinant. Ça a été un succès. Un succès, mais hallucinant. Et c'était fou parce que ça prenait, et puis on se disait bon, allez, hier c'était complet, mais ce soir ce sera pas la même chose, on n'a pas beaucoup de réservations. Et en fait on commençait 20-30 minutes en retard parce que le théâtre avait pas prévu qu'il y aurait autant de monde, donc la billetterie crachait, enfin voilà. C'est génial en fait. Ouais, c'était trop ça bien. a été un vrai succès. Incroyable. Et est-ce que ça t'a ouvert des portes derrière? Alors oui, ce que ça a ouvert, c'est que par exemple, moi j'ai beaucoup de gens qui sont venus voir mon travail. Et ça m'a donné de la légitimité. Parce que cette fameuse légitimité. Exactement. Et le fait d'être visible, de montrer qu'on tourne, qu'on joue en fait régulièrement, et oui, en fait ça suscite l'intérêt. En fait, on existe. Et c'est terrible, mais c'est vrai que parfois il faut se montrer. Voilà, il faut se montrer parce que sinon on n'existe pas. Et en fait, moi, voilà, il y a des gens que je respecte énormément, qui certes, là, j'ai pas encore travaillé avec eux, mais c'est des gens qui sont venus voir mon travail, qui se sont intéressés. Et maintenant, on peut en parler. Ils savent qui je suis, ils savent quelle actrice je suis. Et oui, ça a participé. Donc, je vais pas te dire, par exemple, que j'ai eu les auditions juste après ça, mais en fait, comme ils étaient venus me voir une première fois, ils sont venus me voir une deuxième fois. Oui, c'est ça en fait. Après dans mes autres projets, et après ça a donné par exemple des auditions, des rencontres, et c'est des gens dont je suis le travail et qui suivent mon travail maintenant. Donc oui, d'une certaine manière, oui. Ça t'a vraiment donné un nom dans ce milieu. Voilà. Ouais. Et comment ça se passe du coup un peu ton quotidien? Est-ce que tu as souvent des rôles? Enfin, tout est nouveau pour quelqu'un qui n'est pas de ce milieu. Oui. Et c'est ça qui est fou. Mais c'est peut-être un peu comme toi avec les voyages. Je sais pas, mais c'est que aucun jour n'est le même. Ouais, mais c'est vraiment, ça qui est incroyable. C'est incroyable, c'est fou. Et en fait, parfois les gens me disent mais qu'est-ce que tu fais? On se voit la semaine du 28. Et je suis là, non mais je ne sais pas ce que je fais dans 2 jours, donc s'il te plaît, on ne planifie rien, en fait. voilà. Et en fait, mon quotidien, donc ça dépend de chaque jour. Je fais beaucoup je vais beaucoup au théâtre, je sors beaucoup, je fais beaucoup de dîners. Parce que ça participe en fait, des apéritifs, des dîners, parce que c'est se montrer aussi, c'est ça. En fait, c'est un petit monde. Ouais. Il faut que tu Il faut montrer qu'on est là, et voilà, c'est ça. Et en fait, donc soit par exemple, ça peut arriver, il y a des périodes, souvent ça vient ensemble d'ailleurs, c'est marrant. Il y a des périodes où il y a des castings. Alors les castings, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi je les travaille mais comme une acharnée en fait. Donc là ça me prend plusieurs jours avant. Voilà, sinon on est appelé souvent, par exemple pour le doublage, on est appelé très souvent au dernier moment. Voilà, ça c'est normal. Voilà, c'est normal. Voilà, ça arrive souvent. Donc oui, après-demain, est-ce que tu peux venir en matinée, etc. Oui, bon, d'accord. Mais ça aussi, c'est un autre métier. Comment tu t'es retrouvée à faire du doublage? Et en fait, dans mes études, j'étais dans ma promotion, il y avait une femme qui s'appelle toujours d'ailleurs, Natacha Muller, qui est une comédienne extraordinaire qui a fait beaucoup de doublages. Elle est très connue en fait. Elle a fait des tonnes de voix. Celle qui a fait tout Ally McBeal, elle a fait tout le doublage aussi dans Desperate Housewives et tout. Elle est vraiment extraordinaire. Et en fait, elle, on était en études ensemble et c'est devenu mon amie. Donc on a gardé cette relation toutes les deux. Et en fait, elle m'avait dit un jour je te ferai venir sur les plateaux. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Et le doublage, c'est pareil, c'est très compliqué d'y rentrer. Mais elle devait enregistrer une série. Elle me dit, tu viens, tu te mets dans un coin, tu regardes. C'est ce que j'ai fait. Et après, elle a dit au directeur artistique, bon moi demain je tourne pas, mais est-ce qu'elle peut venir? Elle a demandé pour moi. Adorable. Et en fait, à partir de là, je suis venue pendant 1 mois et demi, 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Regardez. Juste regarder. Au bout d'1 semaine, le directeur artistique, il me dit, bon, là, on a une pause, tiens, tu vas faire cette boucle-là. Là, je me dis, mais c'est pas possible, mais au secours, secours. Une tétanie. Je me dis, mais non, au secours. Et en fait, je suis allée à la barre, on appelle ça la barre quand tu vas pour enregistrer. Je l'ai fait une première fois, c'était pas terrible. Il m'a dit, alors, tu corriges ça. Je l'ai refait une deuxième fois, c'était toujours pas terrible. Il me dit, alors, tu recorriges ça.
J'ai fait une 3e fois. Il m'a dit, je la garde. Viens, on va signer ton contrat. T'as un cachet avec ça. Nous, les artistes, on a des cachets. C'est un contrat, en fait. C'est un contrat à durée déterminée. Donc, ça vaut pour une journée. Et voilà. Et là, j'ai eu mon premier cachet. Je me suis dit, oh là là, waouh, incroyable. Waouh, ouais. Incroyable. Après ça, j'ai continué, j'ai continué à observer ce qui se passait. J'ai continué de faire mes 8 heures par jour là. C'était une époque où c'était très 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 calme pour moi niveau théâtre. Donc je me suis dit et pareil, j'avais pas de casting non plus de cinéma, donc je me suis dit mais parfait. Mets tes journées là-dedans, voilà. Et donc j'ai annulé tous les déjeuners que j'avais avec les copains, tous les machins. J'étais là non, là c'est allez là, faut rentrer dans la brèche. Et donc j'ai commencé comme ça, et donc de fil en aiguille, il m'a fait faire plus qu'une boucle, puis après il m'a mis sur des petits rôles. Après j'ai eu des vrais rôles. Après je suis allée à Lille enregistrer des animés. Donc génial. ça c'est des mangas, toi tu fais le doublage, alors ça, j'adore. Puis c'est souvent des voix d'enfants qu'il faut faire. Alors mais j'adore, ça me fait trop marrer, j'aime trop. Mais c'est hyper original. Ouais. Et comment tu prépares ta voix? Enfin, est-ce que t'es un peu formée ou c'est vraiment juste tu regardes et tu appliques? Le doublage, c'est vraiment, t'es obligé d'être acteur. Tu vois, c'est parce et en plus c'est d'autant plus compliqué parce que tu dois faire passer. T'as même pas le corps. C'est ça, en fait, c'est juste dans la voix. C'est très compliqué. Il faut un pouvoir d'observation auditive, si j'ose dire, très très fort, bien plus fort, parce que en fait, on nous donne rien à l'avance. On nous dit, bon, bah, viens, tu viens à 10h. On sait pas ce qu'on va enregistrer. La plupart du temps, c'est secret. On arrive à la barre. On nous fait passer une boucle, c'est-à-dire, mettons, je sais pas, 15 secondes d'un extrait. On nous le fait passer en anglais. Et nous, on a la bande rythmo en dessous. On voit les paroles. Et il nous dit, c'est bon, t'as regardé? Oui. On y va, c'est ton tour. Ah oui, donc il n'y a pas d'entraînement, rien. Rien du tout. C'est super difficile. C'est super difficile. Mais vraiment, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, comment je vais faire? Je pensais pas du tout que ça se passait comme ça. Oui, bah moi je pensais qu'on avait les textes à l'avance, qu'on pouvait s'entraîner, voilà. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et en fait, après j'ai vu des acteurs, parce qu'en fait du coup c'est super parce que j'ai pu, comme j'étais comme une petite souris dans les studios, et ben j'ai regardé plein d'acteurs merveilleux avec des voix mais extraordinaires qu'on connaît trop bien. Enfin, on connaît tellement bien leur voix, et je les ai vus faire, et en fait eux ils voient une fois, ça passe. Enfin j'ai vraiment, c'est extraordinaire la virtuosité en fait. Et en fait c'est des grands acteurs. C'est juste que c'est pas la même chose que le théâtre. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et justement, est-ce que tu étais à l'aise? Parce que quand tu es comédienne, que tu es sur scène, on te voit, on vient pour te voir, on vient parce que c'est toi aussi, peut-être. Là, le fait de mettre que ta voix, est-ce que ça te dérangeait? Comment est-ce que tu as un peu vécu ce moment? Alors, je m'étais fait la réflexion que je ne pourrais pas faire que ça. Parce que moi, j'ai besoin de la scène, j'ai besoin de voir les gens, et j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin des plateaux de tournage, j'ai besoin aussi que ce soit moi, en fait, que ce soit moi qu'on me voit. En fait, c'est ça qui est. Voilà, on peut le dire. Voilà, j'ai besoin qu'on me voit, d'accord. Mais donc je ne pourrais pas faire que ça. Pardon, je pourrais pas faire que ça. En parlant de voix, tu vois, je pourrais pas faire que ça. Mais en fait, c'est tellement un bonheur en même temps parce que c'est pas toi, t'es au service de quelque chose d'autre. Tu vois, toi, tu vas pas créer un truc, tu vas juste essayer de retranscrire l'émotion de la voix anglaise et de l'acteur anglais. Et en fait, c'est assez jouissif aussi d'aller dans leur rail. Tu vois, oui, je vois. Très agréable. C'est complètement aussi. différent. Et quand tu parles justement du fait que tu aimes bien te mettre en scène et qu'on vienne pour toi, est-ce que tu peux parler un peu plus de cet aspect? Parce que je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et que peu de gens osent dire. Donc déjà, bravo de le dire. Merci. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? En fait, moi là, j'ai une approche un peu, on va dire, psychologique, parce que psychanalytique, parce que j'ai fait une psychanalyse, parce que mon métier, je vais t'expliquer les troubles que ça peut engendrer. Le métier que je fais, c'est la volonté de faire un métier où quand j'arrive, on m'applaudit et on me regarde. C'est ça. Voilà. Et donc ça, c'est une faille narcissique énorme, en fait. On a besoin de combler, on a besoin de se montrer, on a besoin qu'on nous aime. En fait, moi, j'ai besoin qu'on m'aime. Et en fait, ce qui est très compliqué avec ce métier, et ce qui peut être les dérives, c'est que quand on décroche pas un casting, ou que le téléphone sonne pas, ou que on n'a pas été pris, ou que l'audition a raté, etc.,
en fait, on a l'impression que c'est nous qu'on n'aime pas. C'est pas notre métier, c'est pas notre bachelor, notre machin. Oui, mon exposé était pas bon. Non, c'est là, toi, c'est voilà, personne. exactement. Et en fait, ça, c'est très compliqué et il faut le gérer. C'est pour ça que moi, je suis allée en psychanalyse parce que en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que mon métier, que mon travail ne marche pas, j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens. Et c'est quand même pas normal. Ça prend des proportions trop énormes. Donc aujourd'hui, j'ai un conjoint qui fait complètement autre chose. Ça t'aide justement à avoir un équilibre. Complètement. Et ça me fait relativiser. Et ça me... Enfin voilà, depuis que je suis avec lui, c'est vrai que moi je pense pas du tout pour tout de suite, mais je peux beaucoup plus me projeter dans une vie de famille heureuse, par exemple. C'est des choses où ça m'a vraiment rassurée de pouvoir échanger avec lui et de me rendre compte que la vie c'était pas que mon métier et que je peux passer des moments extraordinaires et être heureuse même quand le téléphone sonne pas. Mais c'était pas gagné. Et de temps en temps, bien sûr que j'ai cette chose-là et si j'ai pas un casting, je me dis, oh là là, mais ça y est, t'es bonne à jeter à la poubelle. C'est ça, en fait. Voilà. C'est que c'est ta personne qui est touchée. Oui. Et quand t'as pas de casting, justement, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, là, par exemple, ces derniers mois, j'ai passé des castings, mais sur les 3 là que j'ai passés avant de partir en vacances, j'attends la réponse d'un et il y en a 2 que j'ai pas eu. Parce que c'est ça, hein, c'est 98% du temps tu l'as pas et puis un jour tu sais pas pourquoi tu l'as. C'est fou. Mais et puis pareil, j'avais un projet de théâtre mais qui est tombé à l'eau juste un mois avant que ça commence. Et en fait, c'est vrai que là tout à coup, j'avais un agenda plus du tout rempli. Alors que ça devait être rempli. Exactement. Donc là, comment tu gères? Alors là, la panique au départ. Là, je me dis, oh, mais ça y est, tout est fini. Voilà. En fait, et puis, bon, voilà, je suis actrice, donc à chaque fois, oh, ça y est, le monde n'a plus de sens, ma vie, gros drama. Ma vie est finie. Chaque fois, ça prend des proportions. Donc, en général, je prends, là, quand il y a eu ces mauvaises nouvelles de suite, je suis quand même restée 1 semaine dans mon appartement. Je me suis habillée en noir, j'avais ma tresse sur le côté, j'ai allumé des bougies, j'étais là, ça y est, c'est la fin. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis après, finalement, je me suis partie à Marseille. J'ai fait des ateliers où on peut rencontrer des directeurs de casting. C'était génial. J'ai fait des super rencontres artistiques et humaines. Ça m'énerve, ça. Je déteste cette phrase. Ouais, c'était avant tout une aventure humaine. Oh là là, pardon. En tout cas, c'est souvent ça, hein. Oui, c'est vrai. Et cette phrase m'agace. Oui, t'as raison. C'est vrai. À la base, peu importe le milieu, hein, tout est une question de relation humaine. Exactement. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est horrible, mais c'est le cas. C'est la force du réseau, c'est les connaissances que tu vas faire. Exactement. Qui un jour vont te donner des opportunités. C'est ça. Et je vois ça un peu comme un jardin où, en fait, on sème des graines. Et en fait, parfois, il y a la pluie et ça, on la contrôle pas. Donc toi, tu peux essayer d'arroser au maximum, c'est ton travail. Et après, la pluie, le soleil ou pas, il y a des données que tu ne peux pas contrôler. Et donc voilà, donc je suis allée à Marseille et j'ai semé des graines. C'est ça. Et c'est des super graines parce qu'après j'ai été rappelée pour un casting justement. Voilà. Donc voilà, donc en vrai, je prends 1 semaine pour déprimer et ensuite je me retrousse les manches, j'appelle mon agent parce que j'ai un agent. Et j'appelle mon agent et je lui dis oh, ça va pas. Il me remonte le moral, un coup de boost et puis voilà et on redémarre, voilà. Et parce que du coup, tu parlais de cachet tout à l'heure, mais en fait, les périodes où tu ne joues pas, où tu ne mets pas en scène, où vraiment c'est différent, tu gagnes pas d'argent. Alors si, parce qu'en France, on a un régime d'intermittence du spectacle. D'accord. Donc c'est-à-dire que, mettons qu'en 2023, je dois faire 43 cachets. 43 cachets, ça veut dire 43 contrats. Donc 43 CDD, mais qui ont l'appellation CD. En fait, nous on appelle ça des cachets. D'accord. Donc c'est des contrats en fait. Voilà, mais ça peut être que certains organismes qui peuvent te fournir. Il faut qu'ils soient, légalement, il faut qu'ils puissent appeler ça cachet. Enfin, j'explique ça très très mal. Mais c'est très compliqué quand même. Voilà. Très compliqué. Bon courage à tous. Accrochez-vous. Et si mes explications ne sont pas claires, vous irez sur Internet. Voilà. Et donc j'ai 43 cachets à faire en 1 an. Et à la fin de l'année, si j'ai fait mes 43 cachets, je vais toucher un salaire par mois pendant 1 an. Ah, d'accord. Donc c'est une année après. C'est ça. Et donc, si je veux que, encore l'année d'après, je retouche ce salaire par mois, qui est calculé, et ce salaire, il est calculé en fonction de si mes cachets ont bien été payés ou pas, combien j'ai fait de cachets, etc. Bon, c'est tout un calcul que je n'ai toujours pas compris alors que je suis intermittente depuis des années maintenant. Et donc voilà. Et donc, tu vois là, par exemple, je suis payée
le mois où mois, voilà, je suis payée, T'as je suis quand même, entre guillemets tranquille pendant un an, mais j'ai quand même mes 43 cachets à faire. C'est ça, c'est une pression constante en fait. C'est un enfer parce que si t'as un gros contrat, mon premier gros contrat, on a joué pendant 1 mois et demi, Voilà. c'est bon, c'était bon. J'avais en comptant les répétitions qui étaient payées en cachet plus les représentations, mais j'étais la reine du pétrole. D'accord. Alors que là, cette année où il y a eu les JO, il y a eu les retombées de la grève des scénaristes des États-Unis, où il y avait moins de films, du coup, qu'on a dû doubler. Et il y a eu une grosse vague. Et donc là, oui, j'ai jusqu'au 31 décembre pour faire mes 43 cachets. C'est une pression. C'est une pression parce que là, je les ai pas encore. Bon, il me reste 4 mois, ça va, mais quand même. En fait, il faut vivre avec cette pression quand même. Oui, tout à fait. Et comment, parce que j'aurai encore plein de questions à te poser, mais on va bientôt arriver au bout. Comment est-ce que tu te vois vieillir? Tu te vois faire ce métier toute ta vie? Tu te vois être metteuse en scène de nouveau? Qu'est-ce que tu dois faire? Ouais. Alors en fait, je ne peux pas imaginer faire autre chose. C'est-à-dire que je sais toi. faire. Ouais, c'est moi et je sais faire que ça. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est énorme. Parce que ça te donne plein de possibilités, en fait. C'est ça, parce que voilà. Après, c'est vrai que quand le théâtre ou le cinéma, etc., il y a des petites vagues, des vagues en bas, voilà. Et je fais des concerts aussi beaucoup. Enfin, je chante, hein, donc je peux toujours me rattraper à plein de choses. Mais en fait, ces choses-là, c'est les choses que j'aime. Et quand je suis pas allée sur scène pendant longtemps, quand ça fait longtemps que je suis pas allée sur scène, pardon, je me sens mal. C'est un peu comme un peu une drogue. Ouais, exactement. Complètement. Mais c'est hallucinant, c'est fou. Je me shoote à la scène. Oui, c'est ça, mais c'est ta passion. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de toi. Exactement. Et en fait, nous, on a un truc qui s'appelle le tunnel des 50 ans pour les femmes dans notre milieu. Pas que dans votre milieu, je pense. Oui, d'ailleurs, oui, sans doute. Voilà, dans la vie en général. Exactement. Et malheureusement, donc il y a beaucoup moins d'actrices passées la cinquantaine qui travaillent. Donc c'est en train de changer doucement, mais c'est en train de changer. Et donc, mais bon, moi je vais me battre pour continuer à faire ce métier-là. Et je me dis après peut-être que je ferai plus de mise en scène, peut-être que ma carrière va évoluer un peu, ou alors non, ou alors je me vois faire moi je me vois faire du cinéma jusqu'à la fin, par exemple. Mais en tant qu'actrice? Ouais. Ok. Voilà. C'est vraiment ce qui te correspond. Ouais. Même si t'as pu essayer un peu d'autres choses, tu restes faite pour la scène. Mon premier amour, c'est la scène. C'est la scène ou la caméra. Tu vois, mais c'est le jeu en fait, c'est jouer. Et est-ce que tu as fait des films, parce que tu parles beaucoup de théâtre, mais est-ce que tu as fait aussi des films? Ouais, j'ai fait par exemple des longs métrages. Au départ, j'avais commencé par des courts métrages. Et après, de fil en aiguille, tu vois, avec les rencontres, etc., j'ai fait des films, des séries, et voilà, des choses comme ça. D'accord. Et est-ce que tu trouves ça vraiment différent? Comment est-ce que tu as vécu Ouais, c'est très différent. Parce qu'en fait, la caméra voit tout, et là, tu peux pas mentir. C'est ça. Et autant au théâtre, tu dois porter la voix, tu dois toujours faire attention à ce que ton public te voit, etc. Autant là, mais là, c'est vraiment toi, ça vient de toi. Mais en même temps, ça fait tellement du bien parce que tu peux pas trop tricher là pour le coup à la caméra. Et ça, j'adore. Ça me fait du bien en fait. T'es tout de suite à l'aise devant la caméra. Ah ouais, j'adore. Ah mais j'adore. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à quelqu'un qui n'est pas à l'aise devant la caméra? Je pense que d'abord, il faut le faire devant son miroir. Et parce qu'il faut avoir conscience et le contrôle sur ce qu'on dégage et sur ce qu'on renvoie. Et en fait, je pense que devant le miroir, moi je le fais parfois ça, parce que bon après tu vois nous on a peur aussi parce qu'il faut pas avoir de tics, d'expression, faut faire attention quand même aux expressions qu'on a et tout. Et je me rappelle parce que quand je pleurais au départ, je faisais un peu une tête genre, c'était un peu crispé, etc. Donc je me suis dit bon allez on va travailler le pleur devant le miroir, voilà. Mais en fait c'est la même chose quand tu veux parler ou quand tu veux affronter la caméra en fait. Il faut quand même que tu aies conscience de ce que tu dégages parce que si tu le contrôles, déjà c'est bien plus facile. C'est vrai, c'est un bon conseil ça. Donc faut s'entraîner devant le miroir. Ok. C'est ça. Et t'essayes avec plusieurs, je sais pas si t'as un discours, une intervention, tu regardes ton miroir et tu te le dis. T'essayes avec plusieurs voix, tu vois là par exemple. Je vais essayer avec une voix posée, mais j'aurais aussi pu faire comme ça, où là tu vois c'est bien plus dynamique et en fait ça dépend de l'image que tu veux envoyer. Voilà. Et tout ça tu l'as appris à l'école? Oui, je l'ai appris à l'école. Enfin, là, le conseil que je te donne, je l'ai construit toute seule. Je l'ai inventé toute seule, mais en fait, tu vois les autres faire, c'est ça. Et ce qui peut être
très intéressant si dans la vie, t'as besoin un peu plus de contrôle et d'assurance. En fait, il faut regarder les films et il faut regarder quel acteur te parle. Vers quoi qu'est-ce que t'aimerais être, tu vois? Est-ce que t'aimerais être, tu vois, Jean Dujardin, il est très expressif, par exemple. T'en as d'autres qui sont beaucoup plus, Catherine Deneuve, elle laisse rien transparaître. Enfin, faut regarder avec les femmes quand on est une femme, avec les hommes quand on est un homme, mais c'est vrai, pour s'identifier un peu plus et se construire aussi sa personnalité. Oui, tout à fait. Et tu peux regarder, et puis parfois tu t'amuses, tu limites. Tu dis comment elle ferait ça. Alors oui, ça c'est le dernier conseil que je peux te donner, le meilleur. Si t'as peur pour une présentation, que tu te sens, t'as peur de prendre la parole, t'as peur, tu te sens pas bien. Et ben alors ça c'est un exercice mental. Je pense savoir ce que tu vas dire. C'est ce que je veux dire. Tu vas te dire, attends, donne-moi une actrice que tu aimes, qui tu trouves qu'elle a beaucoup de charisme, ou tu te dis, waouh, ce genre de personne, ça m'inspire. Julia Roberts. Et ben tu te dis, comment est-ce que Julia Roberts, elle ferait ça? Comment est-ce qu'elle dirait ça? Voilà. Et en fait, là, tu prends de la distance, tout à coup, parce que c'est plus toi, c'est Julia Roberts. Donc, c'est plus toi. Donc, tu peux plus te permettre, tu peux plus lâcher. Et comment est-ce qu'elle parlerait? Et ben, tu le fais à sa manière. D'accord. Et alors là, ça, si vous pouvez le faire, cet exercice, il est incroyable. Et alors ça, mais c'est fou. Et tu sais, Rihanna, elle avait dit fake it until you make it. Mais en fait, c'est ça. Oui. C'est Julia Roberts qui parle, c'est pas moi. Et en fait, tu prends de la distance, ça te donne une confiance en toi. Ben là, tu vas où tu veux. Vrai. Et tu dirais que tu as toujours eu cette confiance en toi? En fait, la confiance en moi que j'ai, j'ai autant confiance en moi que autant j'en ai pas. Enfin, c'est très compliqué. C'est ça le problème, c'est que tu vois, comme j'ai une faille narcissique énorme, mais énorme faille, c'est un gouffre. J'ai besoin que ça soit comblé, mais en fait, le gouffre, c'est un manque de confiance, un manque de reconnaissance, un manque de plein de choses. Mais du coup, c'est compensé par justement cette envie de contrôler et d'arriver et de prendre tout l'espace. Donc tu vois, oui, je pense que je l'ai toujours eu, et je pense qu'en fonction de si je vais bien ou si je vais mal, l'écart se creuse ou pas. Bien sûr. Voilà. Ok, ouais, je vois. Mais c'est intéressant que tu parles justement de cette faille et de comment tu gères ces deux personnalités, mais ces deux parts de toi, quoi. C'est ça. Mais je pense que chaque acteur devrait aller faire une thérapie. Mais sincèrement, pas que les acteurs. Tout le monde devrait aller faire une thérapie. Exactement. Mais les acteurs. Ouais, tu penses que c'est encore pire? Ouais, parce que eux, ils construisent leur vie, leur métier, leur avenir sur cette faille, en fait. Donc c'est énorme, quoi. Mais c'est bien de le dire, de l'assumer et d'avoir fait en sorte que tu comprennes un peu pourquoi tu as cette faille et comment. Parce que je pourrais jamais la combler. Non. Mais au moins, si je la comprends, déjà ça énorme. Oui, et puis ça fait de moi une meilleure personne. Voilà. Non, mais c'est sûr. Mm. Je demande toujours, vers la fin de l'épisode, quel est le mantra? Donc, quel est ton mantra, la petite phrase que tu peux te répéter et qui t'aide dans la vie? J'en ai un. Et c'est vraiment la ligne directrice de ma vie et de ma carrière. Enfin, j'essaye au moins. C'est: le luxe vient de l'argent, l'élégance vient du goût. J'adore. Voilà. C'est très beau. Oui, et c'est très important. Oui. C'est super important. Et l'élégance, c'est vrai je pense vestimentairement parlant, mais c'est pas que, en fait. Pas que, c'est dans l'attitude, c'est dans exactement. Et dans le rapport aux autres, voilà. Et moi, je prône l'élégance tout le temps, au maximum. Je fais comme je peux, mais c'est vraiment mon mantra. Mais en tout cas, ça te va très bien. C'est vraiment, c'est toi. Merci. Et donc, je terminerai par te demander de me parler de cet objet que je t'ai demandé d'emmener. Donc, quel est cet objet et pourquoi tu as choisi celui-ci? Alors, je vais le sortir. Alors, je l'ai sorti de mon portefeuille parce que je l'ai toujours avec moi. J'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années. Et en fait, il y a 3 ans, quand j'ai mis en scène Lucrèce Borgia, pour le décor, j'avais besoin d'un bureau. Donc j'ai pris le bureau que j'avais pris de chez mes grands-parents. Et en fait, c'était le bureau c'était le bureau que ma grand-mère utilisait. Ouais. Et en fait, on commence à répéter Lucrèce Borgia. Et tout à coup, c'est un ami vraiment très très cher et un merveilleux comédien, il s'appelle Charles Gabriel. Il me dit, il jouait Gennaro dans la pièce. Le jeune premier.
Il me dit Alice, j'ai pas osé te le dire tout à l'heure, mais quand on a répété, en fait, j'ai ouvert le bureau parce que voilà, et j'ai découvert ce petit papier. Je voulais pas te le donner en répétition parce que je me suis dit que peut-être ça te bouleverserait. Et en fait, il m'a donné le petit papier. Et il y avait marqué On t'aime, Nona. C'était signé Charlotte et Alice, ma sœur et moi. Je ne me rappelais pas avoir écrit ce petit mot, mais en fait, ma grand-mère l'avait gardé. Il l'avait dans son bureau et je l'ai vu que des années après. Oh, c'est beau. Ouais. Et je l'ai toujours. Et je le garderai toujours. C'est mon totem. C'est le souvenir de ta grand-mère. Exactement. De ton enfance. Et puis ça raccorde parce que mes grands-parents, ils m'ont toujours emmenée au théâtre depuis que je suis petite. Ils t'ont soutenue. Ouais. Et donc là, vraiment, c'était... je trouvais que c'était trop beau que en plus je découvre ce petit mot en montant mon projet. Ouais. Ah oui, c'est vraiment beau. Voilà. Et est-ce que, du coup, c'est une dernière petite question, parce que vraiment, c'est trop beau ce que tu dis. Garde bien ce petit mot très précieux. Est-ce que tu as toujours été soutenue? Par ma famille, oui. C'est ce qui est déjà important. C'est très important. Par mes amis, oui. Et en fait, par le milieu, non. Pas toujours. En fait, c'est plus par les collègues, non. Parce que c'est inhérent à ce milieu-là. C'est qu'en fait, on est de la concurrence. C'est ça. Donc, rares sont les amis qu'on peut se faire dans ce milieu-là. Et je pense que pour garder les pieds sur terre, quelle que soit notre notoriété au bout d'un moment, il faut garder nos amis d'avant et nos amis qui ont des métiers plus traditionnels. Parce que il faut vraiment garder les pieds sur terre. Parce qu'en fait, c'est très dur d'avoir des amis dans ce milieu-là, c'est une tannée. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une compétition qui fait que tu sais pas si les gens sont vraiment sincères. Oui, tout à fait. Et je finirai par te dire, en fait, c'est vrai que, tu vois, là, j'ai eu du mal à te dire est-ce que j'étais soutenue, parce que, en fait, je crois que j'ai jamais demandé à ce qu'on me soutienne, parce que je crois que j'en ai jamais eu besoin, parce que j'ai un tel feu intérieur que oui, j'ai toujours été soutenue, c'est formidable, mais c'est vrai qu'en fait, toute seule, tu savais que tu pouvais y arriver. Voilà. Tu avais cette confiance et cette rage de réussir. Exactement. Qui est très inspirante d'ailleurs. C'est gentil, c'est adorable de dire ça. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir témoigner, raconter ton histoire à mon micro, parce que je trouve que ton parcours est vraiment inspirant de tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui, parce que tu es très jeune encore. Oui. Et donc, bravo. Merci d'avoir accepté. Merci d'avoir partagé ton histoire. Avec plaisir, c'était très très agréable. Tant mieux. Et je te souhaite plein de réussite dans ce milieu. Et merci d'avoir écouté cet épisode de l'Odyssée jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Rendez-vous tous les dimanches à 16h pour un nouvel épisode. En attendant, abonne-toi pour ne rien rater. À très vite.